Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes fidèles à ce programme télé sur ESAE TV, ce dimanche, je reçois pour vous le père Arnaud Éric Aguenounon. Il est philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Avec lui, chers amis internautes, nous ferons un peu le tour de l'actualité politique au Bénin. Nous allons décrypter la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Nous parlerons également de la problématique du troisième mandat en illustrant les propos avec les cas du Gabon et du Sénégal. Bonjour à vous, père Arnaud Éric Aguenounon. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors, d'entrée de jeu, en tant qu'analyste politique, dites-nous quel regard portez-vous sur l'animation de la vie politique au Bénin ces derniers temps-ci? Mon regard, c'est un regard qui constate que politiquement, les choses bougent dans le sens de l'ouverture. Et on sent déjà que peut-être 2026 se prépare. Mais au fond, je pense qu'en politique, aucune situation n'est irréversible. Et un président dans un pays voisin, la cession d'un président dans un pays voisin, ça peut changer la donne. Et maintenant, au plan international, déjà, le changement du président à la CEDEAO, ça peut changer des choses. On a un nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est un changement. Donc, ce sont les hommes qui font la vie politique. Et dès qu'il y a de nouveaux hommes qui rentrent dans le sillage, dans le système politique, il y a forcément un changement. Parce que ces hommes-là ont des objectifs, ont des défis à relever et les perspectives sont ouvertes. Les perspectives sont ouvertes. Alors, dans la foulée, le président Patrice Talon, mercredi dernier, a reçu au palais de la présidence de la République l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Vous avez vu un peu les images faire le tour de la toile. D'entrée de jeu, en tant qu'analyste politique, quel regard portez-vous sur le discours véhiculé par ces images qui ont été publiées sur la toile? Bon, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Oui, mais on a vu des images, on a vu des visages. Oui, on a vu des images. Et ça, c'est de la com. C'est de la communication politique, il faut le souligner. La communication, la normocommunication de nos jours est une communication qui nous donne de belles photos. Les photos sont expressives. La normocommunication n'est plus d'actualité. Oui, de belles photos. De belles photos et des photos très symboliques. Vous voyez, sur le perron, les deux hommes marchent, voilà, main dans la main, et en discutant. Ce sont des images que nous voulons voir régulièrement. Mais au-delà de l'image renvoie à quoi réellement? Ce à quoi renvoie l'image va se décliner dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je crois que il y a un tournant qui se joue là depuis la session de nouveau président au Nigeria. Et puis aujourd'hui aussi, on a un nouveau ministre des Affaires étrangères qui a un lien profond avec le Nigeria, avec le monde des affaires. Je crois que quelque chose bouge de ce côté-là. Et maintenant, les prochains mois, nous verrons concrètement ce qui s'est dit et on verra sur le terrain les marqueurs de cette discussion qu'ils ont eue, de cette rencontre, une belle rencontre. Et je crois que cette rencontre, elle est encore plus productive et au plan structurel que la rencontre qu'il y a eu entre les deux chefs d'État en marge d'un sommet. En marge d'un sommet. Alors, selon vous, est-ce que c'est l'avènement de nouveau président à la tête de la République fédérale du Nigeria, l'avènement de nouveau
la nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères au Bénin, est-ce que ces deux ont concouru à ce que nous avons obtenu? Quand on voit le timing, on peut dire que les deux événements ont concouru Oui. à ça. Mais en dehors du timing, il faut voir aussi que il y a eu l'absence du président Patrice Talon à cette raffinerie. Justement, le président Patrice Talon était absent à l'inauguration de cette raffinerie, mais Aliko Dangote aujourd'hui, qui lui-même entre dans son jet privé et atterrit à Cotonou pour rencontrer Patrice Talon en tant que philosophe politique, analyste politique. Pour vous, comment on peut interpréter cette démarche-là? Non, je pense que le président Patrice Talon voulait aller à cette inauguration. Mais je crois que quelque chose s'est passé et puis il n'a pas pu. Vous soupçonnez un problème diplomatique? Oui, c'est pas dû à sa volonté. Vous savez, un chef d'État a toute une équipe derrière et qui prépare ces choses-là, ainsi de suite. Son agenda est tenu. Voilà. Donc, on ne peut pas lui affecter à 100% cette absence. Mais je crois qu'après ça, il y a eu certainement des échanges entre les deux hommes. Ça, c'est sûr qu'il y a des échanges entre les deux hommes, des échanges qui ont abouti vraiment à cette visite de Dangote au Bénin, à la Marina. Et je suis sûr que tout s'est passé sous la houlette du nouveau ministre des Affaires étrangères qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves. Il a fait ses preuves et il fait ses preuves. Alors aujourd'hui, quelles sont les espérances des Béninois selon vous, à l'issue de cette rencontre-là? Mais à l'issue de cette rencontre, je crois qu'il faut que les frontières s'ouvrent, effectivement. Le président Tinubu les a ouvertes. Il faut que ça s'ouvre, effectivement. Effectivement, maintenant. Voilà, et concrètement, pour qu'il y ait fluidité entre les deux pays. On ne peut pas être à côté du Nigeria et manquer de quelque chose. Parce que le Bénin, je l'ai dit sur ce plateau, est considéré comme une province du Nigeria, le Grand Nigeria. Mais et aussi, le Nigeria peut gagner des choses chez nous. En fait, la coopération sud-sud doit exister. Et cette coopération sud-sud est une coopération plus viable. Ce n'est pas une guerre entre le petit et le puissant. Non. C'est vraiment une coopération qui correspond à une culture, parce qu'on a la culture en commun, on a aussi la pauvreté et la misère en commun. Ce sont les États qui sont riches, mais ces pays-là ont beaucoup de populations assez pauvres. Tout à fait. Et on a le secteur informel en commun. Et vous savez, ce secteur informel nourrit beaucoup de Béninois. Voilà, donc les défis sont énormes. Et les Béninois qui vivent au jour le jour doivent pratiquement faire les 3/4. Hein. Alors, est-ce que vous avez cette opinion, comme bon nombre d'analystes politiques, qui estiment que pendant longtemps, les relations entre ces deux pays ont été en souffrance en raison des rapports politiques qui subsistaient entre les dirigeants, notamment le président Patrice Talon, l'ancien président Boniaï et le président Bouhari? Bon, vous savez, je ne peux pas spéculer sur cette réalité-là. Oui, mais il y a un fait. On constate qu'après son départ, l'horizon commence par s'éclaircir. Non, je ne pense pas que Bouhari était instrumentalisé à ce point pour être contre voilà, le président Talon. Je ne le pense pas. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres enjeux que nous ne savons pas. Il y a d'autres enjeux que nous ne savons pas. Mais une chose est sûre, et entre Bouhari et
et Tundi, bon, Tinubu, oui. du moins, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même rapport. Vous avez vu déjà que Tinubu, lui, il a changé beaucoup de choses, beaucoup de têtes sont tombées, beaucoup de réformes sont en cours, tout ça. Donc, on a comme l'impression que c'est le réformateur à la Patrice Talon du Nigeria. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas très bien les rouages politiques au Nigeria, mais tout compte fait, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même régime. C'est un autre régime qui se met en place. Alors, ce régime qui se met en place va s'habituer au régime béninois. Parce que l'autre était habitué. Quand on est trop habitué à un régime, voilà, les relations peuvent s'effriter. Mais quand on est tout nouveau comme ça, voilà, on commence certainement avec beaucoup de noblesse, avant que, bon, les crispations ne surviennent. Avant que les crispations ne surviennent. Donc, l'espérance de tout un chacun, c'est d'attendre les jours à venir pour voir ce qui va être dit du côté du Dangote à l'issue de cette rencontre et ce qui va être fait du côté du Bénin également de l'administration nigériane. Je crois que il y a deux volets. Le volet relation avec l'homme d'affaires Dangote. Ça, c'est typiquement autre chose. Il n'est pas un acteur politique, il n'est pas un homme d'État. C'est un homme d'affaires connu et reconnu dans la sous-région. Donc, il peut permettre à un groupe d'hommes d'affaires nigérians, sud-africains, de s'installer au Bénin. De s'installer, surtout que on a la G10 maintenant un grand projet, voilà, et la production des vêtements chez nous, la transformation de notre coton. Donc ce secteur-là peut intéresser parce que depuis, je n'ai pas vu beaucoup de délégations africaines passer, je vois beaucoup plus de délégations occidentales. Donc pour l'ouverture du secteur privé, pour l'éclosion d'une industrie, Dangote, c'est l'homme qu'il nous faut. Mais travailler avec Dangote ne veut pas dire que les relations étatiques entre Nigeria et Bénin sont maintenant promues et que ces relations-là ont démarré et sont devenues plus belles qu'avant. Je ne peux pas me prononcer tout de suite parce que dans ce cahier, il y a beaucoup de choses à revoir. Laquelle, par exemple, selon vous? Mais quelle est la coopération entre ces deux pays au plan économique? Quel est le lien qu'il y a au plan économique entre le Nigeria et le Bénin? Au plan de la recherche universitaire, quel est le lien entre le Nigeria et le Bénin? Au plan de l'agriculture, quel est le lien entre le Nigeria et le Bénin? Donc ces trois chantiers-là, l'économie, le commerce, la recherche et l'agriculture, sont des chantiers à revisiter, à renforcer, pour que nous puissions profiter l'un de l'autre. On ne peut pas vivre en autarcie. On peut aller exporter l'expérience l'un de l'autre et toucher du doigt vraiment la réalité. Et puis, importation et exportation, c'est une rencontre entre deux pays, entre deux nations qui sont frères, entre deux nations qui vivent les mêmes réalités. Mais pourquoi rester si loin? Pourquoi aller en Inde, aller en Chine, alors qu'on peut construire quelque chose avec le Nigeria? Donc, il faut revoir tout ceci. Alors, nous allons parler également d'une autre actualité, notamment la problématique autour du troisième mandat. Il y a quelques jours,
Nous avons entendu le président Macky Sall renoncer à un troisième mandat. Au niveau du Gabon, le président Ali Bongo, lui, il est candidat à un troisième mandat. D'entrée de jeu, dites-nous, en tant que philosophe politique, selon vous, qu'est-ce qui conduit nos dirigeants africains à, de façon irrésistible, venir à un troisième mandat? Quels sont les fondements du troisième mandat? Voilà. La question, elle est profonde. Mais je crois que, pour ma part, de façon sommaire, on peut dire que le pouvoir est très grisant. Le pouvoir est très grisant. Le pouvoir est grisant au point où on ne s'accroche pas que parce que le pouvoir a un élément qu'on peut jouir, dont on peut jouir, mais aussi que le pouvoir nous amène à faire des choses contre nature. Et on a peut-être peur de subir les conséquences de ce qu'on a fait quand on est au pouvoir. Ça, c'est de façon sommaire ce que je peux dire. Mais de façon approfondie, oui. Je pense que vouloir un troisième mandat, c'est le refus de l'alternance. C'est le refus de laisser une autre personne venir faire ses preuves. C'est dire qu'on est le seul dans un pays à pouvoir diriger. Et je trouve que c'est une gravité absolue. On ne peut pas se dire je suis le seul dans un pays à pouvoir diriger. Non, ce n'est pas possible. Une autre personne peut venir faire l'expérience. Une autre personne de son parti ou d'un autre parti peut faire l'expérience. Et surtout que tout acte que l'homme politique accomplit n'est pas un acte parfait. Pas un acte parfait. Au contraire, au pouvoir, on se ruine. C'est bizarre. On se ruine. Celui qui travaille bien, il se ruine la santé. Il perd quelque chose de lui-même. Mais je ne comprends pas qu'au bout de 10 ans de mandat, on puisse dire, bon, j'ai encore d'autres choses à faire. On ne peut pas tout terminer. Et donc l'État est vraiment dans une sphère de continuité. L'État, c'est une continuité. Et si l'État est une continuité, chacun passe le relais à un autre. Absolument. Absolument. Alors, tel que vous le décrivez ainsi, mais on constate que dans nos pays africains, la plupart de nos chefs d'État, on a comme l'impression qu'ils sont dans un piège sans fin, à tel enseigne que la descente du pouvoir leur paraît un fait très complexe. On a vu par le passé, Alassane Dramane Ouattara par exemple, dit qu'il renonce totalement à un troisième mandat, mais on ne sait pas par quelle alchimie cette idée lui est revenue par la tête et il a tenté de briguer et il est en train de faire son troisième mandat-là. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs exogènes qui contraignent nos dirigeants africains à véritablement y aller, malgré qu'ils n'en veulent pas, malgré que leur santé ne leur permet pas d'exercer le pouvoir pour un troisième mandat? Vous savez, au fond, je pense que nous devons penser à notre autodétermination. Nous devons nous assumer. Et je ne comprends pas qu'on puisse être sous la domination de l'Occident à ce point. Au point de s'éterniser au pouvoir pour le mépris du peuple, pour le mépris des autres acteurs politiques et au final, pour être statique. Je ne comprends pas ça. Parce que au-delà d'une personne, d'un homme politique, c'est une nation qui est en jeu. C'est un pays qui est en jeu. Donc, on ne peut pas, à cause de soi, monopoliser le destin de tout un pays. Ça, c'est grave.
c'est vrai que les questions de France-Afrique, tout ça là, les questions de relations France-Afrique font que, bon, beaucoup de chefs d'État vivent certainement dans une peur, vivent leur pouvoir étant un pouvoir reçu verticalement de l'Occident. Mais si un chef d'État se laisse à ça, et il est aidé, et son pouvoir est consolidé par l'Occident, c'est normal que, voilà, il attende le oui de ces derniers pour pouvoir partir. Mais face à ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir sud-nord, il peut y avoir la force d'un peuple. On a vu Blaise Compaoré au Burkina Faso. On a vu maintenant avec Macky Sall, le peuple sénégalais s'est soulevé. Mais lorsqu'on parle de peuple, Père Éric Aguenouno, est-ce que le peuple pour vous est une entité empirique? Est-ce que pour vous, le peuple, c'est... Pour vous, c'est quoi le peuple déjà? Sous nos tropiques. Mais sous nos tropiques, le peuple, c'est l'ensemble des habitants de notre territoire. Ceux qui vivent dans nos frontières ou ceux qui sont en dehors de ces frontières et qui ont la nationalité d'un pays, qui vivent dans ce pays, qui vivent les réalités de ce pays. Et il faut distinguer le peuple de ses représentants. Parce qu'il y a la démocratie populaire et la démocratie représentative. Dans la démocratie populaire, c'est le peuple qui est au cœur du pouvoir. Et c'est le peuple qui donne pouvoir à un chef d'État. C'est le peuple qui constitue un chef d'État. Parce que c'est le peuple qui se rend aux urnes. C'est le peuple qui se rend aux urnes. La Constitution est adoptée au nom du peuple. Et vous allez voir, chaque chef d'État qui veut briguer un troisième mandat va dire « Ah, mon peuple, c'est mon peuple. » Ce que le peuple va dire. Mais quand on dit le peuple, mais c'est pas le même peuple. Il y a le peuple en général, mais il y a les partisans de tel ou tel camp. Et quand il y a manifestation, il faut voir que c'est les partisans d'un homme politique qui commencent à se soulever et cela draine après du monde. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Bon, pas que je suis satisfait, peut-être les amis internautes peut-être vont dire ce qu'ils en pensent en commentaire, mais lorsqu'on parle des facteurs exogènes, vous n'avez pas tout à l'heure des facteurs exogènes, est-ce qu'il selon vous, il n'y a pas des facteurs aussi endogènes au regard de nos constitutions, au regard de nos systèmes politiques africains, notamment dans l'Afrique francophone? Si on va partir loin, nous sommes d'une culture royaliste. On est habitué au roi. Le roi, il est là, il est chef, chef dans une région. Et ce roi-là est entouré de sa cour. Et il dirige sur plusieurs années. On est habitué à ça. Et dans d'autres pays en Europe, comme l'Angleterre, on a un roi qui est en place. Mais l'Angleterre est démocratique. Et en Espagne aussi, voilà, en Belgique. Donc, je crois que nous devons nous-mêmes comprendre d'où nous sommes partis. D'où nous sommes partis. Et étant partis de ce lieu royaliste, et au Bénin par exemple, on a traversé beaucoup de choses, dont une période révolutionnaire, voilà, dictatoriale, et on a choisi, le peuple a choisi de façon souveraine, mais
bon, on dit le peuple, mais ce sont ces représentants réunis qui ont choisi. Oui, justement, lorsqu'on parlait tout à l'heure du peuple, est-ce que parfois ce peuple ne se fait pas instrumentaliser par les acteurs politiques, notamment lorsque l'on regarde un peu la façon dont certains soulèvements sont effectués dans le peuple africain ici, dans nos pays africains ici? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que parfois les dirigeants les instrumentalisent à des fins de règlement de comptes politiques? Mais il n'y a jamais de soulèvement sans leader. C'est un leader qui est en avant d'un soulèvement. C'est un leader. Et le peuple en lui-même, d'abord un groupe, il a l'instinct grégaire. Mais pour une manifestation structurée, organisée, il faut toujours un leader. Et c'est ça qu'on appelle les rapports de force en politique. Et Sanko bénéficie de ce rapport de force-là parce qu'il a derrière lui toute une population acquise à sa cause qui le soutiennent. On a vu aux États-Unis, Trump a carrément des adeptes, voilà, qui le soutiennent. Donc il n'y a pas d'acteur politique sans une population derrière. L'acteur politique n'existe que par le truchement de la population qui le soutient, par le truchement de ses électeurs, de son terroir et de tous ceux qui se retrouvent dans son idéologie, dans ce qu'il montre et dans ce qui constitue pour lui un objectif, mais aussi un savoir-être, un savoir-vivre. Alors, Père Eric Agenono, j'ai une question quand même à vous poser de façon directe. Est-ce que vous trouvez que les types de régimes qu'ont choisi nos pays africains sont les causes principales des troisième mandats? Non, non, c'est pas. Le problème n'est pas un problème de régime, mais c'est un problème d'acteurs. On a choisi la démocratie, oui, mais est-ce que nous sommes démocrates? Est-ce que nous sommes intrinsèquement et ontologiquement démocrates? Ou nous faisons semblant d'être démocrates, ou bien nous portons des masques? C'est cela. Donc, on n'a pas une socialisation démocratique encore. Justement, pour rester dans votre opinion là, on constate que des gens qui commencent par le passer le troisième mandat viennent eux-mêmes demander un troisième mandat, par exemple. Mais celui qui, autrefois, était contre le troisième mandat, c'est parce qu'il est à la touche. Et il veut aller au pouvoir. Mais quand il arrive au pouvoir, mais sa famille, ses amis m'ont dit, restons-y. Mais vous n'avez pas encore fini. Mais vous êtes le meilleur. Vous êtes excellent. Vous êtes brillant. Voyez ce que vous avez fait. Voyez cela. Voyez ce qui nous reste. Donc, il est encensé. Il est conditionné. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir vous conditionne. Et il faut être au-dessus de la mêlée. Il faut avoir une juste distance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de ces griots, vis-à-vis de ces turiféraires, pour pouvoir se déterminer soi-même. Mais si votre entourage vous conditionne, vous emprisonne, j'utilise ce terme, vous êtes emprisonné, et si tous vous soutiennent et vous poussent à vous maintenir au pouvoir, on a vu Gbagbo dans ce pays, dans cette Afrique de moins. Donc, tous vous conditionnent, mais pour enlever le masque, il faut vraiment l'insurrection. Il faut l'insurrection du peuple pour que le masque tombe. Mais s'il n'y a pas d'insurrection du peuple, vous allez instrumentaliser les institutions de la République, tripatouiller la Constitution. Voilà, si vous n'avez pas d'opposants en face, s'il n'y a personne, ou parfois ce sont les oppositions, voilà, confessionnées, voilà, par soi-même, bon, vous allez briguer un mandat. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des institutions. Quel regard portez-vous sur nos institutions en Afrique, généralement, où le chef d'État, pratiquement après son mot à dire dans la constitution de ces institutions-là? Non, pas d'institutions fortes. Oui, pourquoi nous ne l'avons pas? Mais non, pas d'institutions fortes parce que on ne fait pas de différence
entre les acteurs politiques et les acteurs techniques. Et quand un président vient au pouvoir, il ne met que les acteurs politiques à des différents postes. Pourquoi? Parce qu'il doit contenter tout le monde. Je suis d'accord. C'est la politique qui demande cela. Mais celui qui est nommé, est-ce qu'il peut vivre d'ingratitude et inscrire sa mission dans un esprit d'ingratitude? On m'a nommé, je deviens ingrat, je fais ma mission. Mais non, on n'arrive pas à le faire justement parce que on veut plus. On se prépare déjà à avoir autre chose. Si ce que je fais rentre en lien avec les attentes de celui qui m'a nommé, je peux partir et avoir autre chose. Mais si je suis ingrat, tout va finir là. Donc, au fond, on ne pense qu'à soi-même. Et cette capacité de l'homme à penser à soi-même est inscrite dans chacun de nous. Mais il faut un système politique, un système d'État, et il faut des hommes pionniers pour instaurer de la rigueur. Mais s'il n'y a pas des hommes pionniers pour instaurer la rigueur, s'il n'y a pas un système politique cohérent et sobre, déterminé à se sacrifier pour les autres, et s'il n'y a pas un État conscient et consciencieux et sérieux, nous serons toujours dans ce jeu de chaises musicales qui chante les louanges d'un pouvoir. Alors, avant de poursuivre dans les espérances pour bannir cette vilainie de nos pays africains, comment expliquez-vous le cas du Gabon, par exemple? C'est un cas particulier et typique. Au fond, je vais vous l'avouer, je n'arrive pas à me l'expliquer. Même le cas du Togo aussi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi? Mais comment comprendre que depuis des années, une seule famille, la même famille est au pouvoir? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Et tout est mis en place pour que celui-là continue. Je le disais tout à l'heure. On ruine sa santé. Mais pourtant, on veut y rester. Oui, justement, pourquoi? On veut y rester parce que Pensez-vous que on est sous l'emprise du pouvoir. On est sous l'emprise du pouvoir. N'est-ce pas la peur peut-être d'être jeté en prison par ses opposants s'ils arrivaient à prendre le pouvoir? C'est plus profond. Ils ne sont pas libérés d'eux-mêmes. Ils ne sont pas libérés d'eux-mêmes. Ils sont sous l'emprise du pouvoir. Ils ne se conçoivent pas en dehors du pouvoir. Ils ne se voient pas en dehors du pouvoir. Quand ils rêvent la nuit, ils ne pensent qu'à ça. Est-ce qu'il y a un lien avec cette maxime qui dit qu'en Afrique, on meurt roi? C'est possible. C'est possible. Mais il ne faut pas vivre l'expérience de Mobutu. Hein. Il ne faut pas vivre l'expérience de Mobutu. Je crois que les gens comme Konaré, du Mali, Issoufou, voilà des gens qui peuvent nous inspirer. Voilà des gens qui peuvent nous inspirer. Et je pense que quand on quitte le pouvoir, il y a une vie après le pouvoir. Mais en Afrique, dans certains pays, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ça. Vous voyez Macky Sall, quand il a fait sa déclaration, tous ceux qui s'opposaient à lui avec véhémence, avec violence, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont salué sa décision. Ils sont devenus doux. Tous. Des propos doux. Je dis, mais c'est quoi? Juste parce qu'il a dit ça, vous avez changé radicalement? Voilà ce que ça peut faire de quitter honorablement le pouvoir.
Oui, justement. Lorsqu'on parle de quitter le pouvoir, on parlait tout à l'heure également des facteurs endogènes. Est-ce qu'il n'y a pas ceux qui amènent le chef à vouloir rester au pouvoir? Est-ce qu'ils n'ont pas peur d'une chasse aux sorcières lorsque les rivaux prendront le pouvoir? Mais c'est tout à fait normal. Écoutez, votre rival prend le pouvoir. Il vient, il balaie tous ceux qui sont là. Donc, les gens ont peur d'être balayés. Donc, vaut mieux maintenir le chef avec nous pour ne pas être balayé. Sans oublier aussi la chasse aux sorcières, les dossiers de malversation, les dossiers de crimes politiques, voilà. Et il y a plein de choses. Donc, c'est pour cela que le pouvoir appartenant au peuple, quand on vient au pouvoir, il faut gérer le pouvoir sereinement, sobrement, avec dignité. Mais est-ce que cela est vraiment possible? Cela est possible que quand on arrive à se libérer de soi-même, de son ego, à se libérer des intérêts personnels, et penser l'intérêt général. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de système politique et d'État qui soit bien formulé par des hommes exemplaires pour endiguer le mal. Mais en d'autres termes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais en d'autres termes, je veux dire que il faut des lois qui ne soient pas constituées en bêtes. Très souvent, la loi, elle est ambivalente. Elle est l'ange et la bête. Je préfère la loi quand elle est un ange. Mais quand la loi devient une bête vorace qui dévore, on a les troisième mandats, on a les constitutions, voilà, revisitées pour des intérêts. Mais ici au Bénin, on a mis un verrou solide, pas plus de 2 ans de sa vie. Pas plus de 2 mandats de sa vie. La question est réglée au Bénin. Oui, 2 mandats de sa vie. Mais quand on dit ça, il faut le respecter jusqu'au bout. Il ne faut pas trouver d'autres stratagèmes pour le changer. C'est de ça que je parle. On choisit, on respecte. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une autre situation, dans une autre phase, qu'on doit changer. Quand je n'étais pas au pouvoir, quand j'étais dans la société civile, je voyais les choses autrement. Aujourd'hui, au pouvoir, non, je vois autrement les choses. Oui, est-ce que cette réalité n'existe pas réellement? Mais on la constate. Vous aussi, vous constatez ça. Mais qu'est-ce qu'on peut contre? Qu'est-ce qu'on peut contre? Alors, que faire alors de façon concrète contre les troisième mandats? Mais de façon concrète, contre les troisième mandats, c'est celui qui est au pouvoir seul qui peut se déterminer par rapport au troisième mandat. C'est à lui de décider, de choisir. Mais s'il choisit le troisième mandat, il va vers le chaos, ou soit il va vers l'hypothèque de son pays. Il va hypothéquer l'avenir du pays. Mais je ne pense pas que les mandats successifs jusqu'à 5-6, ce n'est pas ça qui est productif. Je ne sais pas. Sassou Nguesso, je ne suis jamais allé au Congo-Brazza. J'aimerais bien aller un jour pour voir comment est le pays. Qu'est-ce qu'il a fait en tant d'années? J'aimerais bien voir. Et ce qu'il a fait, une autre personne ne peut-elle pas faire? Donc, c'est la personne qui est au pouvoir seule qui peut prendre la décision. C'est la personne qui peut prendre la décision. Est-ce que vous ne notez pas une complicité avec les pays colonisateurs, appelons un chat? Mais on a déjà vidé le sujet, à mon avis, parce que ces pays-là, ils pillent nos ressources. Ils pillent nos ressources, mais avec quelle complicité? Dans les oppositions, il y a ceux qui sont fidèles à l'Occident. Maintenant, si dans l'opposition à un régime, il n'y a pas ceux qui sont fidèles à l'Occident, il n'y a que
comme on le voit aujourd'hui, que des anti-occidentaux, je ne pense pas que l'Occident aimerait soutenir quelqu'un qui va s'opposer à ses intérêts. Parce que l'Occident nous pille, c'est une réalité, avec notre complicité. Merci à vous, Père Éric Arnaud Aguenounon. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra, c'est un rituel pour vous adresser à toute cette communauté qui a bien voulu suivre cet entretien. Un mot pour conclure ce dimanche. Je pense qu'il faudrait que nous pensions à une éducation à la démocratie qui passe par l'éducation citoyenne. Parce que pour instaurer la démocratie, il faudrait être déjà démocrate. Merci à vous, Père Arnaud-Éric Aguenounon. Je rappelle que vous êtes philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité, opinant sur la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, pour lui, politiquement, les choses bougent dans le sens de l'ouverture. Et pour lui, il pressent que 2026 se prépare déjà. Pour lui, c'est une rencontre productive qui a eu lieu mercredi dernier. Ce sont des images que l'on veut voir régulièrement, a-t-il souhaité. Il a fait savoir également qu'on note que des choses bougent depuis l'avènement du nouveau régime du président Bola Ahmed Tinubu. Et donc, on ne peut pas également, par ailleurs, imputer à 100% l'absence du Bénin à l'inauguration de la raffinerie de Aliko Dangote. Il a notamment argumenté de ce sens et expliqué cela. Il estime que ce rapprochement qui a eu lieu entre Patrice Talon et Aliko Dangote également résulte également du dynamisme du nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il souhaite que les frontières soient ouvertes effectivement pour des échanges fluides. Il invite également à promouvoir la coopération sud-sud. Il a démontré comment Aliko Dangote est une opportunité pour le Bénin, mais enfin, il a eu à s'interroger de savoir quels sont les liens économiques qui subsistent entre le Bénin et le Nigeria, quels sont les liens de la recherche universitaire qui subsistent entre les deux États, et également les liens sur le plan agricole. Dans la deuxième partie de cette émission, il a eu à exposer largement les fondements exogènes et endogènes de la polémique autour du troisième mandat. Il a eu à nous donner son enseignement, des enseignements, j'allais dire, sur la notion du peuple en démocratie. Il a parlé également des systèmes politiques et d'État. Et il a, en fin d'émission, lancé quelques pistes de solutions pour endiguer le mal. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Merci. Merci une fois encore. Je rappelle que vous êtes philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Merci à vous, Père Arnaud-Éric Aguenounon. À très bientôt. Merci pour votre invitation. Merci, on vous invitera encore incessamment. Merci à vous, chers amis internautes. Les politiques se font rares de plus en plus sur les plateaux, seulement qui préparent la présidentielle ou bien ils préparent le positionnement politique pour 2026. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de parler. Merci à vous, Père Arnaud-Éric Aguenounon. Chers amis internautes, c'était l'invité de ce dimanche. Merci pour l'attention. Portez-vous bien.